Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui faire une séance qui sera principalement de cours pour poursuivre l'introduction que j'ai faite la dernière fois au sujet des questions générales d'apprentissage de la grammaire. Mais à partir de la semaine prochaine, les séances intégreront des moments d'exercice, de correction d'exercice, etc. Donc aujourd'hui, ce sera une séance j'espère qu'elle ne sera pas trop lourde, mais en tout cas où ce sera principalement du cours. Alors bien sûr, n'hésitez surtout pas à m'interrompre, à faire des remarques, à poser des questions si nécessaire. Nous sommes malgré tout dans un format de petits groupes qui permet les échanges. Alors, la dernière fois, donc, je m'étais arrêté sur cette question j'avais fait à la suite de l'examen, disons, des programmes de l'enseignement scolaire en France, nous étions aboutis à une liste de notions qui correspondent au fond à ce qu'un enfant français doit connaître à la fin de l'école primaire et a fortiori à la fin du collège, du lycée. Donc c'est le bagage minimal, c'est un ensemble de concepts minimal de la grammaire. Comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, mon objectif dans ce cours, c'est de revenir sur ces bases élémentaires de la grammaire pour que chacun de vous ait une idée très précise, très structurée de ces concepts élémentaires. Le problème très souvent, à la fois dans les ouvrages de grammaire ou dans les cours de grammaire, c'est que les professeurs, la plupart du temps, pour ce qui concerne les cours, essaient de faire des choses intéressantes, donc assez approfondies, techniques, et du coup, on va par exemple travailler d'une manière extrêmement approfondie sur les déterminants, en examinant tous les cas possibles d'emploi de l'article défini, de l'article indéfini, etc. On va mettre la loupe sur des problèmes très fins qui concernent une toute petite partie du système grammatical, mais on n'aura pas, enfin tout au moins le professeur, à mon avis, la plupart du temps, présuppose que ses étudiants ont une vision d'ensemble, mais mon expérience me permet de dire que la plupart du temps, les étudiants n'ont aucune vision d'ensemble du système. Bon, dans les grammaires, c'est à peu près la même chose. La dernière fois, quelqu'un me demandait de lui conseiller une grammaire. Alors, je peux vous en conseiller deux. Il y en a une qui est, disons, la plus anciennement utilisée. Enfin, quand je dis anciennement, c'est à date récente, mais c'est une très bonne grammaire du français qui a fait ses preuves depuis longtemps. Et qui s'intitule « La grammaire méthodique du français ». Alors, j'ai oublié de prendre un feutre, je le prendrai dans mon bureau tout à l'heure. « Grammaire méthodique du français », dont les auteurs sont Martin Rigel, donc R-I-E-G-E-L, Christophe Pelat, P-E-2-L-A-T, et René Rioul, R-I-O-U-L. Donc, Grammaire méthodique du français, Rigel, Pelat, Rioul. Et puis, il y a un autre ouvrage un peu... peut-être avec une présentation plus abordable, mais qui est tout aussi touffue, qui est d'une de nos collègues ici de la Sorbonne, Cécile Narjoux, N-A-R-J-O-U-X, et qui s'intitule « Le grévis de l'étudiant ». Vous savez, le grévis, c'est le bon usage, c'est un livre assez célèbre, et puis il y a une sorte de collection qui s'est développée. Il y a le grévis de l'enseignant, le grévis de l'étudiant. Donc grévis, G-R-E, E accent aigu, V-I-2-S-E, de l'étudiant, de Cécile Narjoux. Voilà, deux grammaires qui sont de très bonnes grammaires. Mais ces grammaires, quand vous les prenez, si vous essayez de les lire, disons, hein,
on les lit jamais, les grammaires, on les consulte pour des passages, pour des éclairages sur tel ou tel point. Mais vous allez prendre n'importe quel chapitre, il est tout de suite archi détaillé. Prenez les propositions, vous aurez des dizaines de cas, etc. Et la plupart du temps, les étudiants se perdent dans les détails, hein, et n'ont pas cette vision d'ensemble. Donc, moi, mon objectif principal, c'est vraiment de vous montrer comment se structure cet ensemble de notions élémentaires pour que chacun de vous sorte à la fin de ce semestre avec une conception très simple, très claire, aussi carrée que possible, si j'ose dire, de la structure grammaticale du français, des structures grammaticales du français. Alors bien sûr, compte tenu des résultats que j'ai pu voir au petit test qu'on a fait la dernière fois, pour certains ou certaines d'entre vous, ce sera de la révision. Bon, vous êtes assez peu nombreux ou nombreuses à avoir l'ensemble disons, avoir déjà une bonne connaissance de la grammaire. Bon, donc le groupe est hétérogène, certains d'entre vous apprendront peut-être peu de choses, mais je pense quand même que ça aura le mérite de rendre l'ensemble plus clair. Alors, la première partie de mon propos était consacrée, comme je le rappelais tout à l'heure, à l'exposé, disons, des programmes scolaires en grammaire. Là, je vous montre comment la linguistique peut se greffer sur ces questions d'apprentissage de la grammaire, qu'il s'agisse de français langue maternelle ou de français langue étrangère. On le fera en trois moments, enfin, donc, ce sont surtout les deux premiers qui seront consistants, le troisième sur la question de la terminologie sera plus rapide. Donc, tout d'abord, on s'interrogera sur ce que signifie cette notion qui est présente, cette idée qui est présente dans tous les types de programmes au sujet de la grammaire, de l'identification en grammaire, de l'identification des formes grammaticales. Identifier la nature d'un mot, la fonction d'un mot, d'un groupe de mots. Qu'est-ce que ça signifie exactement comme activité cognitive lorsqu'on demande à des élèves d'identifier des formes grammaticales? Faire de la grammaire, au fond, ça revient à cela. Identifier des formes grammaticales. Mots, groupe de mots, phrases. C'est le premier point. Le deuxième point visera à vous donner une sorte de... Enfin, visera à s'interroger sur ce qu'on entend par système de la langue. Tout au moins dans la perspective de l'enseignement de la grammaire. Parce que, comme je vous l'avais dit aussi déjà la semaine dernière, le système de la langue tel qu'on l'envisage dans les pratiques grammaticales de l'enseignement, c'est un sous-système du système global de la langue. Le système d'ensemble de la langue, il est évidemment presque impossible à décrire d'une manière complète. Donc on prélève un certain nombre de notions qui présentent un caractère de système, c'est-à-dire de cohérence, mais ça n'est qu'une partie du système. Cela dit, du système global de la langue. Donc quand on parle de système de la langue, déjà la notion est un petit peu trompeuse, c'est une partie, disons, pour le dire simplement, du système de la langue. Mais qu'est-ce que ça signifie précisément, système ? C'est sur cette question qu'on s'interrogera dans cette partie. Et puis enfin, je terminerai sur le problème de la terminologie, parce que c'est un des problèmes majeurs de l'enseignement de la grammaire. On sait bien que les élèves d'une classe à l'autre vont avoir des professeurs qui ne vont pas nécessairement utiliser les mêmes termes grammaticaux pour les mêmes réalités grammaticales ou pour les mêmes objets linguistiques. Donc, il faut s'interroger sur ce qui compte ou ce qui ne compte pas dans les variations de la terminologie. Dans la terminologie, il y a parfois des variations qui sont sans importance.
on peut nommer telle partie du discours d'une façon ou d'une autre. Par exemple, la semaine dernière, on avait vu au sujet des déterminants possessifs qu'il y avait un certain nombre d'entre vous qui utilisaient plutôt la dénomination adjectif possessif. Bon, là, est-ce que cette différence est importante? Alors bon, vu d'un peu loin, ça n'a aucune importance. Hein. L'essentiel est d'avoir à peu près repéré disons la catégorie générale à laquelle appartient le mot. Mais du point de vue du système de la grammaire, si on parle d'un adjectif possessif, dans le cas de mon, ton, son, ma, ta, sa, etc., ça signifie que ce mot entre dans la catégorie générale des adjectifs du français. Or, une des propriétés vraiment qui est caractéristique de la classe des adjectifs en français, c'est que la plupart du temps, avec un certain nombre de limitations, les adjectifs du français peuvent être placés avant ou après le nom. Hein. Bon. Alors ça ne marche pas toujours, hein, il y a des contraintes dans certains cas, mais c'est quand même une propriété assez, disons, de l'adjectif prototypique, hein, de l'adjectif dans son sens le plus, disons, de l'adjectif par excellence. Hein. L'adjectif par excellence, si vous voulez, il peut être déplacé. Or, les déterminants, du type déterminant possessif, démonstratif, etc., ne peuvent jamais être placés après le nom. Par conséquent, si on entre dans une définition de l'adjectif qui présente au moins cette caractéristique-là, si on prend au sérieux, disons, la catégorie de l'adjectif, ne serait-ce qu'à cause de cette propriété, on ne pourra pas placer les déterminants possessifs, démonstratifs, indéfinis, etc., dans la classe des adjectifs. Alors c'est pour cette raison d'ailleurs que la terminologie grammaticale officielle en France depuis la terminologie de 1975, sauf erreur, elle a préconisé l'usage de déterminants possessifs démonstratifs. Ça a été confirmé dans la deuxième terminologie, disons, c'est la troisième. Hein. En France, il y a eu une terminologie grammaticale en 1910, une en 1975 et une en 1996. Hein, trois. Et en 1996, cela a été confirmé, donc on préconise bien, hein, du point de vue de la terminologie grammaticale officielle, l'usage du mot déterminant plutôt que adjectif, avec de très bonnes raisons. Hein. Donc là, c'est une différence qui compte, parce qu'elle engage une certaine conception du système de la langue et de la rigueur de définition des catégories. Dans d'autres cas, la différence est peu importante. Hein. Par exemple, le fait de parler de locution ou de mots composés, dans certains cas, disons la plupart du temps, ça n'a aucune importance. Hein. Que vous parliez d'une locution verbale ou d'un verbe composé pour une expression comme mettre en boîte, hein, par exemple, eh bien, ça n'a pas de conséquences théoriques sur le plan de l'organisation. Bon, donc, il y a des variations, il faut comprendre que dans les variations de la terminologie, il y a des variations qui comptent et des variations qui ne comptent pas. En outre, il se trouve que là, dans peu de temps, mais c'était déjà annoncé l'année dernière, mais là, je pense que c'est imminent, une nouvelle terminologie grammaticale va être publiée par le ministère. Hein. On pourra s'en servir, bien sûr, pour ce cours, puisque, au fond, quitte à choisir une terminologie grammaticale pour l'enseignement du français, autant choisir, évidemment, celle qui est préconisée par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, je dirais un tout petit mot en préambule des rapports assez complexes, hein, donc c'est vraiment un aperçu très
très léger, si vous voulez, de cette question qui est vaste, hein, un aperçu sur les rapports entre la grammaire scolaire et la linguistique. Bon, on peut distinguer 3 grands moments en décrivant les choses, encore une fois, d'une manière très approximative. Alors, de la fin du XVIIIe au milieu du XXe siècle, ce qu'on observe, c'est une véritable autonomie de la grammaire scolaire par rapport à la linguistique. Elles n'ont aucun rapport. Vous voyez cette citation de Chervel, la grammaire scolaire donc se donne comme une vérité absolue, les concepts qu'elle met en place, du complément d'objet direct à la subordonnée circonstancielle, sont censés représenter des réalités objectives de la langue. Donc, la grammaire scolaire pose un certain nombre de choses qu'elle n'interroge pas vraiment, hein, mais il y a un savoir grammatical qui est en place, qui se transmet de génération de professeurs en génération de professeurs, qui n'est pas interrogé. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dans cette période, la linguistique s'intéresse à des problèmes qui sont très difficiles à mettre en relation avec l'enseignement du français. La linguistique de cette période-là, hein, du 19e, du début du 20e, c'est surtout de la linguistique historique, de la grammaire historique et comparée. Hein. On va essayer de travailler sur l'évolution phonétique du latin au français en découvrant les lois phonétiques. On va s'interroger sur les familles de langues, hein, sur le fait que un certain nombre de langues dérivent des langues indo-européennes, enfin de racines indo-européennes, etc., etc. Donc, vous voyez, une grammaire, une linguistique qui est surtout une linguistique historique et qui n'a pas de rapport, au fond, direct avec ce qu'on fait dans les classes, ce qu'on enseigne dans les classes. Alors, à partir du milieu du siècle, hein, vers la fin des années 60, les choses commencent à changer parce que dans l'université, les linguistes commencent à s'intéresser à la synchronie, aux langues, à la description des langues, pas seulement des langues anciennes ou des langues rares, etc., mais à la description du français, de l'anglais, de l'allemand, etc. Un linguiste comme Gustave Guillaume, par exemple, est typiquement un linguiste qui a articulé la linguistique savante avec la description du français. Alors qu'auparavant, les choses étaient complètement séparées, si vous voulez. Il y avait d'un côté la philologie et de l'autre côté la linguistique, mais sans lien. Hein. Les choses se croisent peu à peu, et à la fin des années 60, il y a une tentative de rénovation de la grammaire, avec cette idée que quand les linguistes ont commencé à se pencher sur ce qu'on enseignait dans la grammaire scolaire, ils se sont rendus compte de toutes sortes d'aberrations. Choses qui paraissaient anormales et qui disons, compliquaient l'enseignement, voire le rendaient quasiment impossible. Bon. Alors, on a vraiment, avec des auteurs comme Génouvrier, Pétard, dans les années 70, tenté de mettre en relation la grammaire scolaire et la linguistique, et tout cela est passé par une volonté gouvernementale, hein, c'est-à-dire il y a eu une commission qui s'appelle la commission Rouchette, qui a été donc mise en place en 1963 par un ministre qui s'appelait Christian Fouché. Et là, on a vraiment essayé d'avoir... c'est une idée très moderniste, si vous voulez, l'idée que la science linguistique va nous permettre de mieux enseigner la grammaire et donc de faire en sorte que la langue française, la maîtrise de la langue française demeure chez les jeunes générations. Alors, il y a eu des aspects positifs, mais on a surtout retenu les aspects négatifs hein, de ce moment, de cette tentative de rénovation de la grammaire. Parce que, à partir du moment où les linguistes s'en sont mêlés, tout est devenu extrêmement compliqué. Et au fond, ce savoir grammatical qui, tout de même, se transmettait assez bien dans les écoles normales des instituteurs, chez les professeurs, donc
il y avait comme ça une sorte de bagage grammatical qui se maintenait. Ce bagage grammatical a été mis en crise, hein, critiqué de toutes parts, et au bout d'un moment, les professeurs ne savaient plus quoi enseigner. On a tenté d'utiliser des modèles qui étaient utilisés en linguistique, par exemple issus de l'analyse en constituant immédiat ou de la grammaire générative. Donc on a fait faire aux instituteurs des grands arbres syntagmatiques, etc., qui pendant quelques années dont on a tenté l'application dans les classes, mais finalement ça n'a pas du tout fonctionné parce que c'était totalement inadapté aux jeunes élèves. Donc, vous voyez qu'on a fini par décourager un peu les enseignants, et ça aboutit vers les années 80 à une sorte de méfiance, hein, à l'égard des apports de la linguistique. Alors, en français langue étrangère, la chose est très nette, hein, c'est-à-dire que à partir d'un certain moment, que je ne vais pas dater, on a considéré que enseigner la grammaire, c'était de toute façon totalement inutile, l'enseignement de la grammaire explicite. Donc, on va plutôt travailler sur la communication, sur l'imprégnation, des choses comme ça. Bon. Je n'entre pas dans les détails. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir des années 80, une grande méfiance est apparue à l'égard de ce que pouvait apporter la linguistique à l'enseignement de la grammaire. Et d'ailleurs, la dernière terminologie dont je parlais de 96, est beaucoup plus influencée par l'analyse de discours que par la linguistique à proprement parler. Donc, dans cette période-là, les consignes ministérielles étaient de dire on ne fait pas d'enseignement de la grammaire. Le but est de comprendre les textes, d'analyser les discours. C'est le discours qui est l'objet principal. Donc on va se contenter de petites remarques grammaticales à l'occasion de l'étude d'un texte. Bon. Le résultat a été absolument catastrophique, parce que là aussi, un certain nombre de concepts de l'analyse de discours ne s'appliquaient pas aisément à l'enseignement de la grammaire. Et puis par ailleurs, on s'est rendu compte que peu à peu, les connaissances grammaticales des élèves qui déjà avaient perdu un peu de leur structuration, se sont complètement déstructurés par l'abandon de la leçon de grammaire qu'on faisait auparavant. Bien. Alors aujourd'hui, mais ça je ne vais pas y revenir parce que je l'ai déjà un peu expliqué au dernier cours, on revient à cette idée que l'enseignement explicite de la grammaire a une efficacité cognitive. C'est-à-dire que il ne s'agit plus simplement de faire des petites remarques sur des textes. D'ailleurs, c'est souvent le cas dans les manuels de français langue étrangère. Hein. Vous avez un texte, on essaye de comprendre une situation, etc. Et puis, vous avez un petit encadré grammatical sur, l'expression du temps, sur l'expression de la cause, tout ce qu'on veut. Bon. Mais ça, si vous voulez, ce genre de remarques grammaticales, alors là, oui, c'est totalement inutile. Parce que ça ne s'intègre pas du tout dans un savoir structuré. Bon. Alors, pour toutes sortes de raisons, donc, aujourd'hui, aussi bien en français langue étrangère qu'en français langue... Enfin, en français langue maternelle surtout, mais en français langue étrangère, la chose va probablement évoluer d'une manière similaire. On revalorise l'enseignement de la grammaire. Hein. L'enseignement explicite de la grammaire, c'est-à-dire faire un cours de grammaire qui a sa logique propre, sa progression, et qui permet d'installer chez les élèves un véritable savoir grammatical, un esprit critique grammatical, un métalangage, une attitude donc de recul à l'égard de la langue, c'est quelque chose dont on pense que ça a des conséquences sur l'ensemble des capacités grammaticales, l'ensemble des capacités linguistiques en production, en compréhension, à l'écrit ou à l'oral. Bon. Alors évidemment, ça ne suffit pas. Hein. C'est-à-dire, on n'enseigne pas une langue juste en enseignant la grammaire. L'idée est simplement de dire que l'enseignement explicite de la grammaire est un auxiliaire essentiel de tous les autres aspects de l'enseignement d'une langue.
Alors, maintenant, prenons en charge cette première question. Que signifie identifier une forme grammaticale? Alors, je prends un exemple, une citation. L'abîme appelle l'abîme. Bien, alors à partir d'une phrase comme celle-ci, la question que je vais poser, c'est qu'est-ce qu'on demande aux élèves d'analyser? Bien. Alors, je ferai une petite parenthèse pour vous indiquer que cette citation est la traduction d'une citation latine. Vous comprenez vaguement l'idée? L'abîme appelle l'abîme. L'abîme, est-ce que certaines parmi vous ne voient pas ce que ça signifie? Un abîme, c'est comme une sorte de précipice, enfin. Bon. Et l'abîme appelle l'abîme, c'est-à-dire que quand on commence à être dans le précipice, eh bien ça s'exagère, d'une certaine façon. Bon, pour gloser d'une manière un peu simple, mais éclairante, cette citation. Alors en latin, on a abyssus, abyssum in vocat, on trouve aussi abyssus et vocat abyssum. Bien. Évidemment, en latin, comme vous avez un système de cas, les deux phrases signifient exactement la même chose, alors que les mots ne sont pas dans le même ordre, puisque vous avez ici abyssus au nominatif, abyssum à l'accusatif, donc vous savez que abyssum est l'objet et que abyssus est le sujet. Et le fait que les mots ne soient pas dans le même ordre dans la deuxième phrase ne change rien. Bon. Pourquoi je fais cette remarque? Eh bien, parce que, à la différence de cette situation, en français, alors évidemment, avec cet exemple, on ne voit pas, puisque c'est deux fois c'est le même mot qui est sujet et le mot qui est objet. Mais si vous avez, par exemple, Pierre frappe Paul, évidemment que ça ne signifie pas du tout la même chose que Paul frappe Pierre. Donc, l'ordre des mots a de l'importance. Et pourquoi je dis cela? Parce que, au fond, cette formule de Gustave Guillaume le dit très bien, une langue a la syntaxe de sa morphologie. Qu'est-ce que ça signifie? En latin, vous avez une morphologie très développée, puisque vous avez un système de cas. Donc, la syntaxe du latin a d'autant moins d'importance du point de vue de la signification que la morphologie joue un rôle important. Plus la morphologie est développée dans une langue, moins sa syntaxe joue un rôle sémantique. Inversement, en français, puisque on a perdu le système de cas, eh bien, la syntaxe, par exemple l'ordre des mots, joue un rôle essentiel. Si je fais cette remarque, c'est tout simplement pour rappeler que une des raisons pour lesquelles l'apprentissage explicite de la grammaire, si on entend par là principalement l'apprentissage de la syntaxe, eh bien, l'importance de l'apprentissage de la grammaire est d'autant plus grand pour une langue comme le français que sa morphologie est pauvre et donc que sa syntaxe est essentielle. Dans des langues où la morphologie joue un rôle plus important que la syntaxe, on a plus intérêt à s'intéresser à la morphologie qu'à la syntaxe. Bien, alors, l'abîme appelle l'abîme. Qu'est-ce qu'on donne à étudier? Qu'est-ce qu'on demande aux élèves sur une phrase comme celle-ci? Bon, on leur demande des choses comme ça. On leur demande, par exemple, de savoir que abîme, dans les deux cas, est un nom. On leur demande de savoir que appel appartient à la catégorie des verbes. On leur demande de savoir que l'apostrophe dans l'abîme, que ce soit le premier ou le second groupe nominal, est un article défini. On leur demande aussi de savoir que l'abîme, le déterminant plus le nom, forme un groupe nominal. De même, oui. Moi, j'ai une question. En fait, je suis italienne. Oui. Et en Italie, en fait, on fait la différence entre l'analyse grammaticale. Je sais qu'ici en France, ça n'existe pas, cette terminologie. Et on fait la différence entre l'analyse psychologique. Donc, pour l'analyse grammaticale, on essaye d'identifier en fait
la forme grammaticale du mot, donc le fait que ce soit un adjectif, un nom, un article ou un verbe. Et donc quand on parle d'analyse logique, c'est l'analyse vraiment de la période. Donc du coup, de la phrase, vous voulez dire. De la phrase. Oui. Nous on l'appelle période. Oui. Donc on a le groupe nominal, le groupe verbal, etc. Oui. Sauf que moi je ne comprends pas. En France, quand vous nous demandez d'identifier donc dans une phrase ces mots, est-ce qu'il faut analyser tout ça? Déjà, est-ce que vous faites pas la différence entre l'analyse grammaticale et logique? Ça s'est fait pendant une période de l'enseignement de la grammaire. Il y a eu une période où, à l'école, on faisait cette distinction. Voilà. Ce qu'on entendait par analyse logique, c'était plutôt l'analyse des propositions contenues dans la phrase. Est-ce qu'il y a des propositions subordonnées, etc. Mais on verra, cette différence de terminologie, ce contraste entre analyse logique et analyse grammaticale, il n'est pas indispensable, mais il correspond. On n'a pas besoin forcément d'avoir cette distinction, mais il correspond quand même effectivement à une réalité de différents niveaux d'analyse. Mais justement, c'est ce qu'on va voir peu à peu, c'est que ces niveaux d'analyse, eh bien, ils sont organisés. Alors, effectivement, il faudrait toujours, on ne peut pas faire autrement que prendre en considération une phrase dans son ensemble, et ensuite analyser à l'intérieur les éléments qui la constituent. Mais on va expliquer ça lorsque je vais vous parler du système de la langue. C'est précisément cela que je vais vous expliquer. Donc je termine pour faire le tour de ce qu'on peut dire sur ce genre de choses. Donc comme on a vu qu'il y a le groupe nominal, on peut aussi attendre des élèves qu'ils sachent catégoriser appel l'abîme comme groupe verbal. Dire également que du point de vue des fonctions, cette fois-ci, l'abîme est sujet, le premier, et le second est COD. Dire enfin que l'ensemble ici est une phrase. Donc au total, là, vous voyez que sur une petite phrase comme ça de 4-5 mots, le maximum, tout ce qu'on demande à des élèves de connaître pour ce qui concerne la grammaire, c'est donc une chose, les noms, verbes, article défini, groupe nominal, groupe verbal, sujet, COD, phrase. Donc voilà, vous voyez à peu près 8 capacités. Qui sont quoi ces capacités? Eh bien, tout simplement, identifier, faire de l'identification de formes grammaticales, qu'il s'agisse de nature des mots ou des groupes de mots. Vous voyez, quand il s'agit de dire que tel mot est un nom ou un verbe, ou un groupe nominal ou un groupe verbal, on identifie la nature des mots ou des groupes de mots. Quand on dit qu'un mot est un sujet, est un complément d'objet, ou qu'un groupe de mots est sujet et de fonctions sujet et de complément d'objet, on identifie les fonctions grammaticales. Mais dans les deux cas, l'identification signifie en fait une catégorisation. C'est-à-dire ce qu'on demande à des élèves, c'est d'être capable de mettre cela dans la catégorie des COD, ou de mettre le mot abîme dans la catégorie des noms. Donc d'avoir en tête d'autres unités du même type et de dire cela fait partie de la même catégorie. Si je sais que dans une phrase comme Pierre regarde Paul, Paul est COD, je le mets dans la même catégorie, l'abîme appelle l'abîme, je fais l'analogie entre les deux et j'ai une catégorie qui est une catégorie fonctionnelle, le COD. Donc, si on veut préciser ce que signifie exactement cette idée qu'on va identifier des formes grammaticales, des natures de mots ou de groupes de mots, des fonctions de mots ou de groupes de mots, cette notion d'identification renvoie à l'idée de catégorisation. Cognitive, c'est une opération cognitive, la catégorisation. Alors, il faut donc préciser ce que signifie cette notion de catégorisation. Alors, voici une petite définition très simple. Catégoriser, c'est traiter un ensemble de choses comme étant d'une façon ou d'une autre équivalentes. Les mettre sur les mêmes tables, les appeler par le même nom, y répondre de la même façon. Bon. Donc, vous catégorisez
là, on prend la notion de catégorisation dans un sens beaucoup plus général que simplement le sens linguistique. Vous catégorisez dès que vous percevez quelque chose. Hein. Par exemple, là, si je regarde sur les tables, je vois toutes sortes de bouteilles. Elles sont toutes différentes, de taille, de forme, de couleur, etc. Mais je n'ai pas besoin de réfléchir, je les mets automatiquement dans la catégorie des bouteilles. Cette activité de catégorisation, c'est une activité cognitive qui est permanente dans l'esprit humain, qui est une des manifestations d'un processus cognitif absolument central dans les cognitions humaines, qui est le processus d'analogie. Hein. Pourquoi d'analogie? Parce que, en fait, si je mets des choses dans la même catégorie, par exemple toutes ces bouteilles, c'est parce que je perçois des similarités, ou si vous voulez, pour des analogies, entre ces différents objets. Si nous n'avions pas cette aptitude à catégoriser, imaginez, hein, c'est une fiction, imaginez un être qui ne peut pas catégoriser, qui n'a pas cette aptitude à mettre des choses qui se ressemblent dans une catégorie. Eh bien, pour cette personne, les seuls groupes d'objets qui vont exister sont les groupes d'objets exactement identiques. C'est-à-dire, si je vois deux ordinateurs qui ne sont pas exactement de la même marque, de la même sorte, je ne vais pas les mettre dans la catégorie des ordinateurs. Je veux dire, il y a deux objets différents. C'est unique. Un esprit qui serait dépourvu de capacité de catégorisation n'aurait accès que aux notions d'identité et de différence. Mais dans ce cas-là, le monde apparaîtrait comme une espèce d'ensemble totalement disparate d'objets qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Par exemple, donc pour reprendre mon exemple des bouteilles qui sont sur la table, eh bien, si je ne peux pas catégoriser, si je n'ai pas la catégorie de bouteille, ben, je verrai des objets différents et je ne vois pas ce qu'ils ont en commun d'une certaine façon. Donc, cette aptitude à la catégorisation, elle est essentielle. Or, elle est très travaillée en psychologie. Bon, on ne voit pas bien ici, il faudrait que je déplace un peu le projecteur. Or, il existe deux façons de présenter, de modéliser l'opération de catégorisation. Il y a deux modèles de la catégorisation. Le modèle qu'on appelle des conditions nécessaires et suffisantes et le modèle dit du prototype. Alors attendez, je vais essayer. Voilà. Voilà. Donc, le modèle du prototype. Alors, on va voir ces deux modèles. Cet intérêt pour la question de la catégorisation en psychologie cognitive est venu dans les années 70. C'est donc assez récent, finalement, hein, dans l'histoire des idées. Hein, et à partir des travaux d'une chercheuse très célèbre qui s'appelle Eleanor Roche. Bien, alors, prenons le premier modèle d'abord, hein, le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Dans le modèle, donc dans tous les cas, la question est de savoir qu'est-ce qui fait qu'une catégorie est une catégorie, hein. Comment on fait pour mettre des choses dans une même catégorie, sur quoi on se base pour mettre des choses dans une même catégorie. Le modèle des conditions nécessaires et suffisantes est fondé sur l'idée qu'il y a un dénominateur commun de la catégorie. Donc, je mets des objets, des entités, des êtres quelconques dans une même catégorie, tout simplement parce que ces objets possèdent des propriétés en commun. Alors, par exemple, si vous définissez la catégorie oiseau par le fait qu'il s'agit de vertébrés qui ont des plumes. Hein. Donc, deux propriétés. Un oiseau, c'est un vertébré à plumes. Bon. Donc, la chose marche dans les deux sens. Hein. Dès que vous avez un objet qui est vertébré et qui a des plumes, il est dans la catégorie oiseau.
Et inversement, si on vous dit « ceci est un oiseau », vous devinez, même si vous ne l'avez pas vu, vraiment cet oiseau, ou si vous ne le voyez pas bien, si c'est un oiseau bizarre qui ne ressemble pas à un oiseau, vous savez que c'est forcément un vertébré à plumes. Donc, ce modèle, il est intéressant. Il vous permet déjà de comprendre à quoi servent les catégorisations. Hein. Quand on vous dit que quelque chose est dans une catégorie, vous inférez sur cette chose les propriétés générales de la catégorie que vous connaissez. Donc cet objet que vous ne connaissez pas, si on vous dit qu'il appartient à telle catégorie, vous savez des choses sur lui, même sans vraiment le connaître. Alors ce type de catégorisation est utilisé dans la catégorisation scientifique. Là, je vous donne un modèle, un exemple scolaire, disons. Vous voyez, de classification, vous avez les vertébrés, les invertébrés, et puis là, vous retrouvez bien, donc dans la catégorie des vertébrés, la catégorie des oiseaux est définie par le fait que la peau porte des plumes, et puis la classe des reptiles, ce sont des vertébrés, mais qui ont cette propriété distinctive d'avoir des écailles soudées, etc. etc. Hein. Donc, ce système de la catégorisation, cette façon de modéliser la catégorisation par des conditions nécessaires et suffisantes, hein, vous comprenez bien l'intérêt d'avoir des conditions nécessaires et suffisantes, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, hein, conditions nécessaires pour être un oiseau, il est nécessaire qu'il soit vertébré à plumes, et suffisante, il suffit qu'un objet soit vertébré à plumes pour que je puisse dire qu'il est un oiseau. Bon. Donc, dans ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes, les principes sont les suivants. Vous avez des catégories qui ont des frontières strictes, c'est-à-dire que vous avez des propriétés qui sont obligatoires en quelque sorte. Donc, soit l'objet que vous considérez a ces propriétés, soit il ne les a pas. Un animal va être un oiseau ou pas un oiseau. Ce ne sera pas plus ou moins un oiseau. D'accord, hein? La catégorie, elle a des frontières nettes. C'est soit on est dedans, soit on n'est pas dedans. Donc ça revient, une autre façon de dire la même chose, c'est dire que l'appartenance à une catégorie particulière s'inscrit dans une logique binaire. C'est vrai ou c'est faux. Cet objet est un oiseau, vrai ou faux. Il appartient ou pas à la catégorie. Et une autre propriété remarquable de cette catégorie, de cette façon de concevoir les catégories, c'est que tous les membres de la catégorie ont le même statut. C'est-à-dire, quels que soient les oiseaux que vous considérez, il n'y a pas un oiseau qui est plus oiseau que les autres. Hein. Tous sont des oiseaux au même titre, ils appartiennent tous à la catégorie des oiseaux. Alors, c'est un modèle indispensable et très utile pour la classification scientifique. Pensez par exemple à la catégorisation médicale. Hein. Si vous allez chez le médecin, il a besoin, bien que en fait dans la pratique ce ne soit pas toujours aussi net, mais vous avez besoin de savoir si vous avez telle maladie, telle autre, si votre symptôme appartient à la catégorie telle maladie ou telle autre. Donc de toute façon, c'est tout à fait indispensable dans la science. Mais le problème se pose de savoir si l'être humain, spontanément, je vous disais tout à l'heure qu'on catégorise automatiquement sans s'en rendre compte. Hein. Je veux dire, on reproche parfois d'ailleurs à des gens de catégoriser les personnes, hein, de mettre même les personnes, les êtres humains, on les met spontanément dans des catégories, hein, de toutes sortes. Ça peut être des catégories physiques, les grands, les petits, les blonds, les bruns, etc. Mais ça peut être des catégories psychologiques, hein, les sympathiques, les énervés, bon, etc. Les riches, les pauvres, je veux dire, il y a toutes sortes de catégorisations sociales. Hein, c'est un sujet d'ailleurs de la sociologie, la catégorisation sociale. Bon, mais est-ce que cette façon de définir les catégories reflète notre façon naturelle, spontanée de catégoriser? Là, si on quitte le domaine purement scientifique, où on a vraiment besoin de propriétés claires et nettes pour connaître le règne animal, par exemple, classer les animaux, etc.,
ou pour classer les maladies. Bon, là, c'est une attitude scientifique. Mais dans l'attitude naturelle, hein, est-ce que c'est de cette façon que nous catégorisons? Et puis, évidemment, puisque les langues, enfin le vocabulaire des langues, c'est un ensemble de catégories. Hein. Je veux dire, quand vous récupérez des noms dans une langue, ces noms renvoient à des catégories. Donc, si ces noms se sont développés, enfin je parle des noms, mais je pourrais parler aussi des verbes, des adjectifs, peu importe, mais si ces mots se sont développés dans une langue, c'est qu'ils ont développé spontanément un certain nombre de types de catégories. Et cela n'a pas été décidé par des scientifiques qui ont dit, voilà, dans telle langue, on va introduire telle catégorie, etc. D'accord ? Parce qu'elle est plus cohérente. Bon. Donc, la question se pose de savoir si notre façon naturelle de catégoriser correspond à ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Alors, la réponse, vous vous en doutez, ça va être que non, effectivement, ça n'est pas le cas. Alors, ça n'est pas le cas, pourquoi ? Eh bien, parce que, d'abord, dans la catégorisation ordinaire, les frontières des catégories ne sont pas nettes. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de catégories qui sont relativement simples, bon, mais pensez simplement à la catégorie des meubles. Spontanément, vous mettrez table, chaise, etc. dans la catégorie des meubles. Mais est-ce que un abat-jour, vous allez le mettre dans la catégorie des meubles? Un abat-jour sur une lampe. Vous allez mettre dans les catégories Des meubles. Est-ce qu'un piano, c'est un meuble? Pour la catégorie, c'est un instrument musical. Oui, mais pour un déménageur. Pour un déménageur, un piano, c'est un meuble comme un autre. Donc, est-ce que c'est... Vous savez que chez beaucoup de gens, il y a un piano où personne ne joue jamais et qui sert à faire joli et qui est plus un meuble qu'un instrument de musique. Hein. Bon, prenons un autre exemple avec les vêtements. Bon, on catégorise facilement je sais pas, une chemise, un pantalon, dans la catégorie des vêtements. Mais une ceinture, est-ce que c'est un vêtement? Des chaussettes, est-ce que c'est vraiment un vêtement? On voit bien que si je parle de la catégorie des vêtements, et ça m'amène à mon second point, je vois bien que une veste est un meilleur exemple de vêtement qu'une chaussette. Je veux dire, si on vous dit donne-moi un nom de vêtement, le premier qui vient à l'esprit, si la personne vous répond ceinture ou chaussette, c'est qu'il y a un problème. Je veux dire, en général, les gens vont répondre voilà, manteau, veste, pantalon, chemise, quelque chose comme ça. Mais on voit bien qu'il y a on les met. Alors je sais bien que dans les sites internet maintenant, il y a une catégorie fourre-tout accessoires. Hein. Bon, mais cette notion d'accessoire, elle est présupposée comme étant une sous-catégorie de la catégorie vêtements. Donc les accessoires, ils font partie des vêtements. Donc on voit bien, de même avec l'exemple de l'abat-jour par rapport à la chaise ou la table, on voit bien qu'il y a des meubles qui sont plus meubles que d'autres, plus clairement des meubles que d'autres. On voit bien qu'il y a des vêtements qui sont de meilleurs représentants de la catégorie vêtements que d'autres. Donc tous les membres d'une catégorie ne sont pas équivalents. Et par ailleurs, les frontières de la catégorie sont souvent floues. Et c'est cela que développe donc la théorie du prototype. Alors, comme je vois qu'il est 9h, on va donc faire une petite pause de 10 minutes. Et puis, après la pause, donc, je vous expliquerai ce que c'est que cette théorie du prototype. Bien, alors nous allons reprendre, j'en étais à cette question de la théorie du prototype, donc qui est une autre façon de modéliser la notion de catégorie.
Et les deux idées fondamentales de la théorie du prototype sont les suivantes. Tout d'abord, vous avez cette notion de prototype d'une catégorie. Bon, c'est ce qui était un petit peu suggéré par les dernières remarques que j'ai faites juste avant la pause. C'est cette idée qu'il y a de meilleurs représentants que d'autres pour une catégorie, et par conséquent, il y a un prototype de la catégorie, c'est-à-dire un type ou un ensemble de membres de la catégorie qui sont les meilleurs représentants de cette catégorie, c'est-à-dire les éléments pour lesquels l'appartenance à la catégorie est la plus évidente, la plus naturelle, etc. Et puis une deuxième idée, mais qu'on ne va pas développer parce que ça ne nous intéresse pas tellement, c'est la notion de niveau de base, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas une stricte équivalence dans les niveaux d'hierarchie de la catégorie. Ça, c'est une idée, bon, j'en dis un mot très rapidement, mais ça ne va pas être utile pour nous. Dans la catégorisation sur le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, vous pouvez toujours augmenter le niveau de la catégorisation ou le diminuer. Par exemple, vous pouvez parler pour un oiseau. Hein. Vous allez pouvoir parler d'un vertébré. L'oiseau, c'est aussi dans la catégorie des vertébrés. Le vertébré, il est lui-même dans la catégorie des animaux non humains, etc. Hein. Donc on peut avoir des catégories beaucoup plus générales, on peut aussi avoir des catégories beaucoup plus précises. Hein. Dans l'oiseau, vous pouvez avoir le corbeau, et puis il y a peut-être plusieurs sortes de corbeaux. Donc vous voyez, c'est facile d'imaginer qu'il y a toutes sortes de niveaux de plus ou moins généraux ou plus ou moins particuliers de la catégorisation. Ce que dit la théorie du prototype sur cette idée de niveau de base, c'est que quand vous avez à dénommer un objet, et on vous montre une image d'oiseau, la plupart du temps, les gens ne vont pas dire ni c'est un animal, c'est un vertébré, ils vont dire c'est un oiseau. Ils ne vont pas non plus dire immédiatement, tout dépend du contexte, mais c'est un merle, c'est une pie. Donc il y a une sorte de prédominance d'un niveau de base de la description des choses qui montre que tous les niveaux de description catégorielle ne sont pas équivalents. Tout à l'heure, je parlais de bouteille, je parlais naturellement de bouteille, je ne vais pas dire bouteille en plastique etc. Hein. Bon, mais je passe sur ce point parce que ce n'est pas utile pour nous. Alors voici un exemple, par exemple, pour la catégorie oiseau. Donc vous voyez que là c'est un exemple en anglais, mais on voit bien que, en gros, quelque chose comme le moineau est le prototype de la catégorie oiseau, tout au moins dans une certaine culture, hein, qui est la nôtre. Et puis, en revanche, vont être beaucoup plus loin du prototype l'autruche ou le pingouin. D'accord ? Pourquoi ? Évidemment, c'est parce que les autruches et les pingouins ne volent pas. Mais le fait de voler ou de ne pas voler, ça ne fait pas du tout partie de la catégorie scientifique de oiseaux. Et si on ne parle plus de catégories scientifiques, mais des catégories naturelles pour l'être humain qui vit dans un certain monde, etc. Pour la plupart des gens, un oiseau, ça vole. C'est ça qui caractérise la catégorie. Donc, c'est quelque chose d'un peu plutôt petit, qui vole, etc. Bon, donc, voilà, le canari, le moineau, c'est plutôt ça le prototype de l'oiseau. En revanche, des gros oiseaux qui ne volent pas, comme l'autruche, bien sûr, c'est un oiseau, mais c'est loin du prototype de la catégorie. De même, dans le cas des meubles, mais alors tout cela a été, si vous voulez, établi par des protocoles expérimentaux. Par exemple, ici, dans cette expérience, je vous parlais tout à l'heure d'Éléonore Roche, donc, qui est à l'origine de ces travaux sur la catégorisation et qui a développé cette théorie qu'on appelle la théorie du prototype. On demande, il y a plusieurs méthodes. Hein. Par exemple, on donne une liste de mots et on demande à des gens de placer dans une échelle de 1 à 7 si ce sont de bons exemples de la catégorie meuble. Hein.
Bon, voilà, avec la chaise, le sofa, le canapé, la table, le bureau, la télévision, le réfrigérateur. Et la plupart des gens mettent plutôt la télévision et le réfrigérateur à la périphérie de la catégorie, donc pas du tout prototypique, alors que la chaise, la table sont plutôt prototypiques. Une autre méthode consiste à demander à des gens de dire le plus vite possible 10 mots correspondant à la catégorie meuble. Et puis vous relevez les mots qui apparaissent en premier, et en général en premier apparaissent chaise, table, etc. Je veux dire, ce serait extrêmement bizarre que poser la question à quelqu'un, demandez-lui, tiens, donne-moi 2 exemples qui te viennent à l'esprit de meubles. Si la personne vous répond réfrigérateur, télévision, c'est extrêmement inattendu, extrêmement étrange. Peut-être que ça résume sa vie. Il passe son temps devant la télévision en cherchant des choses dans son réfrigérateur. Mais en tout cas, ça n'est pas du tout une façon naturelle de catégoriser. On a la même chose en linguistique. En linguistique, si vous avez, prenez la catégorie des verbes, il y a des verbes qui sont plus verbes que d'autres. Un verbe conjugué a un mode personnel est beaucoup plus caractéristique, beaucoup plus prototypique de la catégorie verbe qu'un verbe à l'infinitif ou un participe passé qui peut fonctionner comme adjectif. D'accord ? Bon. Alors, maintenant, je reviens donc à la problématique de la grammaire en utilisant cette notion de catégorisation. Puisque la catégorisation naturelle est prototypique, ça signifie que lorsque vous mettez, tout à l'heure dans la description de la catégorisation dans le cadre de la théorie des conditions nécessaires et suffisantes, on disait que pour mettre quelque chose dans une catégorie, on regarde ses propriétés et on le met dans la catégorie si ces propriétés correspondent aux propriétés de la catégorie. Là, avec le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, on a un système complètement différent. Vous avez des prototypes des catégories et on va mettre quelque chose dans la catégorie en fonction de la ressemblance avec le prototype. Si l'élément ressemble au prototype que vous avez de la catégorie, on va pouvoir le mettre facilement dans la catégorie. S'il ne ressemble pas, ça va être plus difficile. Donc vous voyez que c'est une façon complètement différente de penser la catégorisation. D'un côté, on a la catégorisation objectivante, scientifique, etc., qui a son utilité propre, et de l'autre côté, on a la catégorisation naturelle, spontanée de l'être humain, qui fonctionne de cette façon-là, par prototype et ressemblance avec un prototype. Donc je catégorise d'une manière naturelle en établissant une similarité avec des prototypes. Donc puisque on a vu que la question d'identification des formes grammaticales revenait à des problèmes de catégorisation, eh bien cela signifie que dans l'apprentissage de la grammaire, on a besoin d'installer dans l'esprit des élèves des prototypes des différentes catégories. Et qu'ensuite, ils vont pouvoir identifier les formes à partir, donc, de prototypes. Si vous prenez un exemple en grammaire explicite, bon, on oppose, je le signale en passant, la grammaire explicite, c'est-à-dire lorsque consciemment on décrit des formes grammaticales, donc c'est un niveau, disons, métalinguistique, hein. On oppose cela à la grammaire implicite, c'est-à-dire le fait que un locuteur d'une langue manifeste dans son usage de la langue des connaissances non conscientes de la grammaire. Par exemple, je ne sais pas moi, vous ne trouverez jamais un locuteur du français qui, au lieu de dire le chat est sur le tapis, va dire chat le est sur le tapis. Je veux dire, le fait que le déterminant se place avant le nom, c'est une sorte de règle de grammaire, mais totalement implicite. C'est-à-dire, spontané, je prends cet exemple caricatural, mais ça vaut pour n'importe quelle construction. Les locuteurs disposent
d'un savoir grammatical dont ils ne sont pas conscients, bien sûr. Hein, c'est ça qu'on appelle la grammaire implicite. Bien. Alors, quand on considère le niveau de la grammaire explicite, c'est d'ailleurs ce qui nous intéresse, nous, avec cette idée que le travail au niveau de la grammaire explicite va avoir des conséquences sur la grammaire implicite. Hein. Bon, eh bien, vous avez plusieurs façons de présenter les choses. Soit vous présentez les notions par des définitions. Exemple, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Bon. Très bien. Si vous procédez de cette façon-là, vous êtes dans le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Hein? C'est exactement comme tout à l'heure, quand on a vu que l'oiseau, c'était un vertébré à plumes. Donc, toute séquence qui ne commence pas par une majuscule ou qui commence par une majuscule mais ne se termine pas par un point n'est pas une phrase. Hein? Vous avez une catégorisation. Et puis, ensuite, vous avez une autre façon de présenter les choses qui est de les présenter par des prototypes. Vous dites, voilà, une phrase, typiquement, c'est cela. Le facteur distribue le courrier. D'accord ? J'ai un modèle de phrase prototypique. Et vous avez aussi des modèles qui sont plus des modèles structuraux, c'est-à-dire des formules qu'on va utiliser, vous allez voir, comme une phrase, c'est un groupe nominal, un groupe verbal et un groupe circonstanciel, ou plutôt un groupe sujet, un groupe verbal, un groupe circonstanciel. Je vais corriger, oui, parce que c'est plutôt, dans la terminologie qu'on utilisera, c'est plutôt groupe sujet, groupe verbal et groupe circonstanciel. Bien. Alors, je sais bien que dans la pratique de classe, on donne des définitions de ce genre. Ce que je veux essayer de vous expliquer, c'est que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus utile. Pourquoi ? Quand vous prenez tout simplement cette définition, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Bon, ça pose déjà le problème qu'il y a toutes sortes de points différents et qu'il faudrait élargir la définition et préciser comment ça se passe avec des points de suspension, des points d'interrogation, 2 points, bon, d'accord ? Le point virgule, est-ce que ça finit la phrase ou pas ? Donc, ça veut dire qu'il faut compliquer la définition. Ensuite, prenez cet exemple-là. Le théâtre de S. Beckett, Samuel Beckett, donc, me passionne. Bon. Si vous appliquez à la lettre cette définition, vous allez dire que là, il y a 2 phrases. Pourquoi il y a 2 phrases ? Parce qu'il y a une première phrase, le théâtre de Samuel Beckett me passionne, qui commence par une majuscule et qui se termine par un point. Puis, vous avez une deuxième phrase, Beckett me passionne, parce que ça commence par une majuscule et ça se termine par un point. Un élève un peu, si vous voulez, qui essaye à la limite de vous piéger, ou alors qui... Bon, si on veut appliquer bêtement la définition, on voit que la définition ne fonctionne pas toujours. Elle oblige à mettre dans la catégorie phrase des choses qui ne sont pas du tout des phrases. Et même si vous compliquez un peu la définition, parfois on a des définitions du type la phrase commence par une majuscule précédée par un point. Hein, vous avez peut-être déjà vu ça. Et se termine par un point. Mais même là, ça marche. Parce que vous avez S. Beckett, donc le Beckett est précédé par un point. Alors que si vous avez un modèle prototypique du type le facteur distribue le courrier à 8 heures, et que vous avez en tête que c'est ça le modèle de la structure de la phrase, jamais vous n'aurez l'idée de mettre S. Beckett me passionne dans la catégorie des phrases. Et puis enfin, j'ai pris cet exemple, mais parmi beaucoup d'autres, hein, vous reconnaissez un vers de Apollinaire, vous savez bien que dans la poésie, il y a une poésie qui n'utilise pas de ponctuation. Hein. À la fin, tu es là de ce monde ancien, bergère, au Tour Eiffel, le troupeau des Pombelles ce matin. Il n'y a pas de ponctuation, pas de point. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de phrase ? Bien sûr que non. Donc, le problème, c'est que on est obligé, pour l'enseignement, d'utiliser des définitions très simples. Si je veux définir la phrase d'un point de vue strictement linguistique, scientifique, etc., ça va être extrêmement compliqué. Je vais avoir 2 pages de définition parce qu'il y a toutes sortes de cas particuliers. Donc je ne pourrais pas. Je peux obtenir une catégorisation scientifique, hein, de la frontière entre ce qui est une phrase et ce qui n'est pas une phrase, mais ça va être très technique. Donc c'est inapplicable pour l'enseignement. Donc je suis obligé d'utiliser des définitions simples, mais les définitions simples, la plupart du temps, elles ne marchent pas très bien.
D'où l'intérêt des exemples. Alors, je vous donne un ou deux exemples de mauvais fonctionnement, ce genre de définition. Bon. Alors, vous prenez dans une grammaire sur le groupe nominal cette idée que je peux prendre seulement la première caractéristique de la définition. Dans le groupe nominal, l'adjectif peut être supprimé. Bon, les serpents dévorent les petites souris. On peut dire effectivement les serpents dévorent les souris. Très bien, ça fait partie des propriétés de l'adjectif, hein, donc ça fait partie, dans une perspective de définition sous forme de conditions nécessaires et suffisantes, un adjectif c'est facultatif. Bon. Sauf que dans un autre manuel, vous avez ce genre d'exercice. Supprime tous les adjectifs qualificatifs, les phrases ont-elles encore un sens? Elle a les yeux verts et les cheveux roux. Si vous avez une phrase comme celle-ci, vous ne pouvez pas supprimer les adjectifs. Vous ne pouvez pas dire elle a les yeux, j'ai les yeux et les cheveux. Grâce au soleil, elle a la peau bronzée. Bon, admettons que bronzé soit un adjectif. Bon, oui, ça fonctionne comme un adjectif, mais c'est quand même là, en l'occurrence, pas du tout un adjectif prototypique, puisque c'est un participe passé qui fonctionne comme un adjectif. Vous ne pouvez pas l'enlever. Grâce au soleil, elle a la peau, ça ne marche pas. L'air marin lui donnait le teint frais. Alors, l'air marin, on peut supprimer marin. L'air lui donnait, mais frais, on ne peut pas supprimer. L'air lui donnait le teint, ça signifie. Préfères-tu les fruits frais ou les fruits secs? Ben, si vous enlevez les adjectifs, ça doit être préfères-tu les fruits ou les fruits, ce qui, évidemment, ne fonctionne pas. Donc vous voyez qu'une toute simple définition, si vous la présentez comme une définition générale, l'adjectif est facultatif, on peut l'enlever, c'est comme ça que je le reconnais, ben, il y a toutes sortes de phrases dans lesquelles ça ne va pas fonctionner. Bon. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que les définitions sont moins importantes que les exemples types. Hein. C'est-à-dire que, pour ma part, ce que je préconise, c'est que quand on étudie une forme grammaticale, quelle qu'elle soit, une fonction, une catégorie de mots, enfin une nature de mots, il faut donner un exemple type qu'on garde tout le temps, auquel on renvoie tout le temps, et qui est mémorisé comme le prototype de la catégorie. Et puis les définitions, ça ne sert à rien de les raffiner, de toute façon elles seront toujours défaillantes, donc il faut trouver des définitions qu'on peut utiliser quand même parfois, mais aussi simples et minimales que possible. Par exemple, le verbe, c'est pas la peine de dire c'est le mot qui fait l'action, etc. Tout ça, parce que ça complique beaucoup, il suffit de dire c'est le mot qui se conjugue. C'est très simple, et ça suffit à caractériser le verbe pour les besoins de la cause. Alors, à un niveau très élémentaire, vous voyez, pour des tout petits, on a tout intérêt à utiliser des exemples et des exercices qui fonctionnent. C'est-à-dire, bon là, on ne peut pas trouver plus simple hein, comme exercice. Donc vous avez un exercice sur l'identification du sujet. Bon, on vous donne un exemple. Dans la phrase « l'avion décolle », le sujet est l'avion. Dans « il décolle », le sujet est il. Pas besoin de définir ce que c'est que le sujet. Hein. Et ensuite, vous demandez aux élèves de dire où est le sujet ici, dans ces phrases. Bon, je pense que là, ils trouveront facilement, mais ils trouveront par référence à un prototype. Bien. Puis ensuite, vous pouvez compliquer les phrases, etc. Mais en revanche, ce qu'il faut éviter, c'est d'utiliser des cas non prototypiques. Par exemple, là, j'ai pris cette phrase dans un manuel de petite classe pour l'étude du COD. Donc, il fallait donner la fonction des mots entre parenthèses. Mais, vous voyez ici, vous avez deux verbes. Donc, espère retrouver son chien. Donc, c'est quand même une structure pas du tout prototypique d'objet, puisque vous avez en fait retrouvé son chien qui est COD de espérer, et son chien qui est COD de retrouver. Donc, l'élève, il va dire son chien est COD de espérer, puisque c'est le verbe conjugué. Mais en fait, la phrase ne signifie pas du tout cela. Donc ça, c'est typiquement un mauvais exemple. Donc ça aussi, c'est une chose essentielle, c'est que quand vous utilisez des manuels, il faut faire vous-même les exercices avant et bien vérifier que parce que la plupart du temps, ça n'est pas le cas, que les exercices sont faisables, qu'ils ne contiennent pas des mauvais exemples, des exemples non prototypiques. Je donne une autre illustration de ça.
l'identification du sujet avec c'est qui. Hein, d'accord? Donc le chat attrape les souris, c'est le chat qui attrape les souris. Avec c'est qui, j'identifie le sujet. Très bien, pourquoi pas. Hein. Mais, regardez dans l'exercice. Le crabe marche de travers. Bon, c'est le crabe qui marche de travers, très bien. Les ours bruns aiment le miel. Qu'est-ce qu'il va dire l'élève là? Il va dire c'est les ours bruns qui aiment le miel. Ça veut dire qu'il est obligé de construire ce sont les ours bruns qui aiment le miel, ce qui est quand même très compliqué. Hein. Donc, il n'aurait jamais fallu, dans un exercice comme celui-ci, si on veut faire manipuler cette transformation c'est qui de focalisation, il ne faut pas utiliser des sujets au pluriel. Bon, mais normalement, c'est un peu de bon sens qui permet de faire ça. Encore un exemple du même genre. Copie ce texte, souligne les noms et entoure les déterminants. Alors, très bien. La moto roule vite. Bon, je souligne le nom moto et j'entoure le déterminant là. Le motard doit être bien protégé. Je vois motard, le nom, le déterminant. Il porte un casque. Je vois casque, c'est le nom. Le déterminant, c'est un. Des grosses lunettes. Bon, alors je vois que lunettes, c'est le nom des, le déterminant. Un blouson de cuir. Alors, là, l'élève va bien mettre un pour blouson, mais cuir, c'est un nom aussi. À coup sûr, vous pouvez être certain que au moins la moitié des élèves vont dire que de est un déterminant. Hein, parce qu'ils vont avoir retenu que c'est le petit mot avant le nom. Bon. Alors, évidemment, ici, c'est une préposition de. Donc ça ne fonctionne pas. Donc ce type d'exemple n'aurait pas dû être présent dans l'exercice. Ce qu'il faut avoir en tête, hein, parce que souvent on a une conception de la grammaire sous forme du piège grammatical, hein, c'est qu'il faut donner aux élèves uniquement des choses qui marchent bien, pour qu'ils puissent constater qu'ils ont compris. Il ne faut pas essayer de faire des exercices avec tout le temps une ou deux phrases compliquées pour être sûr qu'ils se trompent et pouvoir hiérarchiser les notes, hein, et vérifier lesquelles sont les meilleures. Ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est d'installer une forme de sécurité intellectuelle, que les élèves aient l'impression qu'ils ont compris, et donc qu'ils sont capables de catégoriser correctement. Mais encore faut-il leur donner des phrases qui sont catégorisables avec les outils qu'ils ont à disposition. Alors, maintenant disons un mot pour terminer du système de la langue. Donc, ces notions-là, on l'a vu, elles sont présentées sous une forme d'énumération, mais on ne voit pas le système. Hein. On voit un tout petit peu parce qu'on voit la différence entre nature de mots et groupe de mots et fonction. Bon, à la limite, la phrase, c'est une nature de groupe de mots. Alors, la première chose à retenir, pour ce qui concerne le système de la langue, c'est que la structure fondamentale, c'est la phrase. Hein. C'est la phrase à partir de laquelle toutes les autres structures peuvent être définies. Bon, le deuxième point, absolument fondamental, et si vous avez compris ça, vous avez tout compris de la grammaire, c'est que la connaissance grammaticale, c'est au fond une perception des relations d'inclusion de structures. Une structure est incluse dans une autre, qui elle-même en contient une autre, etc. Par exemple, une subordonnée est incluse dans une proposition principale. Un complément du nom est inclus dans un autre groupe nominal. Hein, je ne sais pas moi, dans la gloire de mon père, vous avez un groupe nominal, donc la gloire de mon père, qui contient lui-même un groupe prépositionnel de mon père, qui lui-même contient un groupe nominal, mon père. Hein. Donc on va être amené à décrire les choses de la façon suivante. La gloire de mon père, à supposer que la phrase continue et que j'ai déjà isolé cet élément, hein, comme un groupe nominal. Bon. Je vais devoir ici isoler cet élément-là comme un complément du nom. Bon, un complément du nom qui a la forme d'un groupe introduit par une préposition
Donc, sa nature, c'est d'être un groupe nominal prépositionnel. Bien. Donc, j'ai déjà ce groupe nominal prépositionnel inclus dans ce groupe nominal la gloire de mon père. Mais le groupe nominal prépositionnel, il contient lui-même un autre groupe nominal, mon père. Bon. Ce qui signifie que, en fait, quand vous avez l'habitude de faire de la grammaire, vous percevez ces relations d'inclusion. Quand vous regardez cette phrase, ce groupe, la gloire de mon père, vous avez des blancs entre les mots. Hein, et c'est ça d'ailleurs qui pose un problème souvent à l'analyse informatique du langage. Ces blancs, la connaissance grammaticale fait que ces blancs qui ont l'air comme ça équivalents. Hein. Un blanc, c'est un espace entre deux mots. Bon. Ces blancs n'ont pas tous la même valeur. Hein. Le blanc qu'il y a entre la et gloire n'est pas de la même nature que le blanc qu'il y a entre gloire et de, tout simplement parce que le de, il est lié à un groupe de mon père. Donc là, j'ai une frontière de groupe, alors que là, j'ai une frontière de mots. C'est très évident ce que je dis là, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on perçoit quand on a des connaissances grammaticales, c'est justement que les blancs ne se valent pas et on voit les groupes de mots et les relations d'inclusion. C'est ça le savoir grammatical, en fait, au sens de la syntaxe. Hein. C'est percevoir ces relations d'inclusion. Ah zut, ça s'efface pas bien. Alors, et puis enfin, donc, il y a toute cette question de la nature et de la fonction des mots et des groupes de mots. Et évidemment qu'il faut avoir en tête tout de même la frontière entre qu'est-ce que c'est qu'une nature, qu'est-ce que c'est qu'une fonction, etc. Alors la nature des mots, c'est relativement simple en principe, les gens comprennent assez bien que bon, de toute façon on en a un nombre limité, hein, dans une langue comme le français, il y en a 8 si on laisse de côté l'interjection qui est vraiment, alors là, pas prototypique du tout, donc laissons tomber. On a les mots lexicaux, hein, nom, verbe, adjectif, adverbe, il y en a 4. Et puis les mots grammaticaux, le pronom, la préposition, la conjonction. Et, qu'est-ce que j'oublie ? Les déterminants. Bon. Donc 8 parties du discours, 8 classes de mots. Il n'y en a que 8. Quand vous demandez à des élèves de dire quelle est la nature d'un mot, ou d'un groupe de mots, si on élargit au groupe de mots, il y a le groupe nominal, le groupe verbal, etc. Bon, mais enfin, les groupes de mots, ils sont formés sur les mots eux-mêmes. Hein. Bon. Il n'y a que 8 possibilités. Donc, si quand un élève à qui vous demandez la nature d'un mot, il répond COD ou sujet, ça ne va pas du tout. C'est qu'il n'a pas compris qu'il n'y a que 8 natures de mots. Ça, il faut que ce soit extrêmement clair. Hein, bon. Ensuite, les fonctions, ça en général, les gens comprennent moins de quoi il s'agit. Alors, une fonction, c'est très simple, c'est une relation. C'est une relation entre des éléments d'une structure. Quand vous prenez une structure contenant 2 éléments x et y qui ont chacun une certaine nature, la fonction, c'est simplement la relation entre ces 2 mots. Et en fait, à l'intérieur des éléments mis en relation, il peut y avoir à nouveau des relations. Donc, simplement, si vous prenez un exemple comme chat échaudé craint l'eau froide, ben, vous avez un premier groupe qui est le groupe nominal sujet chat échaudé, un deuxième groupe craint l'eau froide qui est le groupe verbal. Et la relation, la fonction sujet, quand on parle de fonction sujet, on veut simplement qualifier la relation qu'il y a entre ce premier groupe et ce deuxième. La fonction, c'est le nom de la relation. De même, donc à l'intérieur de ce groupe nominal sujet, vous avez chat échaudé, donc vous avez 2 éléments avec à nouveau une relation.
Bon, cette relation ici, ça va être la relation épithète. Hein. Ici, dans crin l'eau froide, vous avez un deuxième élément, une deuxième structure, qui elle-même contient deux éléments, d'une part crin et d'autre part l'eau froide. Donc là, X crin et Y l'eau froide. Eh bien, là aussi, vous avez une relation fonctionnelle qui est la fonction COD. Hein. Ici, crin l'eau froide est complément d'objet direct de craindre. Donc, encore une fois, la fonction, c'est juste le nom qu'on donne à la relation d'un élément avec un autre élément. Si on veut être plus précis, hein, il faudrait ajouter encore autre chose à l'intérieur, là, puisqu'on a l'eau est froide, donc il faut ajouter la fonction épithète. Mais au fond, c'est ce qu'on appelle la récursivité. Ces emboîtements de structures dans d'autres structures n'ont pas de limite. Hein. On peut ajouter des structures à l'intérieur d'autres structures sans limite particulière. Alors, prenons un exemple de mauvaise compréhension dans un manuel de cette notion de fonction et de groupe, et de rapport entre la nature et la fonction. Vous voyez, déjà, la question, quand on regarde les consignes, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. On observe les groupes nominaux en gras, très bien. Quels mots sont placés avant les noms? Bon, d'accord, on imagine que ce sont les déterminants. Qu'indiquent ces mots sur les notions qui les suivent? Quand voulez-vous qu'un élève soit capable de dire ce qu'indique un article sur le nom qui suit? C'est une question complètement absurde en termes pédagogiques. Mais surtout, ce qui me gêne ici, vous voyez, c'est ce cas-là. Observe les groupes nominaux en gras, mais le bruit qui est en gras ici n'est pas le groupe nominal. Le groupe nominal, c'est le bruit étouffé d'un sanglot. Donc là, l'auteur du manuel n'a même pas à l'idée ce que c'est qu'un groupe nominal. Et ça, je veux dire, je vous prends cet exemple, mais dans tous les manuels, il y a des choses comme ça. Bon, un autre exemple. Recopie les mots en couleur dans la colonne qui convient. Alors là, le problème est moins recopie les groupes de mots en couleur. Bon, mais le tiroir de la table, ça ne forme pas un groupe de mots dans cette phrase. Hein. Le tiroir de la table de la cuisine, vous avez un groupe nominal, ça c'est un groupe de mots, le tiroir de la table de la cuisine, qui lui-même contient de la table de la cuisine, qui lui-même contient un autre élément de la cuisine, complément du nom table. Donc, en aucun cas, on peut dire que le tiroir est un groupe de mots et la table est un groupe de mots. Là, on ne voit pas, la personne qui fait ça ne voit pas les relations d'inclusion qui apparaissent ici. Hein. Les relations d'inclusion dont je parlais tout à l'heure, c'est l'idée que dans la structure, le tiroir de la table de la cuisine, la structure globale, vous avez inclus là-dedans de la table de la cuisine, qui lui-même contient de la cuisine. D'accord? Donc vous avez 3 niveaux d'imbrication. Bien, mais ça, c'est le b.a.-ba de l'analyse grammaticale qui n'est pas du tout compris par les auteurs de certains manuels. Et ça, c'est grave, parce que si on fait ça, on perd toute possibilité de comprendre quoi que ce soit au système de la langue. On ne comprend rien. Même chose pour un grain de riz, hein, vous voyez, un grain, c'est pas un groupe, un grain dans un grain de riz. Bon. Oui. En fait, peut-être qu'il a considéré les groupes de mots en calculant en fait les déterminants le et tiroir mot. Oui, mais non, mais d'accord, mais on peut faire tout ce qu'on veut. Mais si vous voulez présenter les choses de cette façon-là, c'est ne pas comprendre ce qu'est un groupe de mots en grammaire. C'est-à-dire qu'un groupe de mots, c'est pas juste 2 mots qui suivent ou 3 et je les mets ensemble parce qu'ils vont ensemble.
Un groupe de mots, c'est un groupe qui est relié à un autre groupe par une fonction. C'est ça un groupe de mots, compte tenu de la définition de la fonction que je vous ai montrée. Bon, là, la table n'est pas segmentable tout seul, du point de vue grammatical. Hein? Parce qu'à ce moment-là, je peux très bien dire, voilà, c'est exactement pour moi comme s'il avait dit le groupe de mots dans le. Ah oui, d'accord, c'est deux mots qui suivent, dans le. Voilà. Alors analyse le groupe de mots. Hein. C'est aussi absurde. Voilà. Bon. Alors, un autre exemple là, c'est plus, disons, une confusion entre fonction des mots et fonction des groupes de mots. Hein. C'est dans le même manuel, deux exercices qui se suivent. Dans le premier exercice, dans quelle phrase le nom en bleu est-il sujet du verbe? Vous voyez, on vous parle du nom en bleu qui est sujet du verbe, et ce qui est en bleu, c'est le groupe nominal. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement important d'être d'une rigueur implacable sur la terminologie. Un nom, c'est un nom, un groupe nominal, c'est un groupe nominal. C'est pas la même chose, du tout. Donc là, on utilise le terme nom et on visualise des groupes nominaux. Donc ça ne va pas, il aurait fallu dire dans quelle phrase le groupe nominal en bleu est sujet du verbe. Et puis là, recopie les phrases où le nom baleine est sujet du verbe. Alors cette fois-ci, oui, on a bien mis le nom baleine, et on n'a pas confondu, mais en réalité, le nom tout seul, c'est pas le nom tout seul qui est sujet. Parce que si je dis que le nom tout seul est sujet, je vais en faire quoi du déterminant qui reste? Hein? Donc c'est toujours le groupe nominal qui est sujet, jamais le nom tout seul. Bon. Alors, encore un exemple. Lis les phrases, entoure le petit mot qui est juste devant chaque mot en couleur. Alors là, j'ai donné cet exemple parce que là, il y a vraiment une erreur, si vous voulez, d'analyse. Le petit mot qui est juste devant, bon, avec ma trompe, là, ça marche, ma. Donc ça, vous voyez, je ne sais plus, je n'ai pas noté le niveau, mais c'est un niveau très très élémentaire. Hein. Mais là, j'aspire de l'eau, on a L', mais donc qui ressemble, les élèves vont dire, et même je suppose que l'auteur du manuel a pensé ça, que là c'est un article défini, l'eau. Hein. Mais sauf que c'est pas du tout ça. En fait, ici on a affaire à un article partitif de le, hein, de l'eau. J'aspire quelque chose, c'est pas une préposition plus un article. Donc là, c'est carrément une erreur d'analyse dans le manuel. Hein. Où on n'a pas vu qu'il y avait un groupe là. C'est pour ça que j'en parle comme un exemple de confusion entre les mots et les groupes de mots. L'auteur du manuel n'a pas vu que de l'eau, ça ne se segmente pas. C'est un groupe. C'est comme si on pourrait j'aspire cette eau, ou mon eau. Bon, l'ensemble de et le commute avec un seul élément. Donc, il faut bien avoir à l'esprit, quand on a compris cette notion de fonction, que les constituants, ce sont les groupes de mots. Ce qu'on analyse, ce sont des groupes de mots. Ce ne sont pas des mots. Donc, dans une phrase comme « chat échaudé craint l'eau froide », il faut habituer les élèves à voir non pas des suites de mots, hein, mais des groupes, comme ça. Et l'essentiel de l'apprentissage de la grammaire, c'est, je le répète, de visualiser ces groupes. D'ailleurs, quand vous visualisez ces groupes, vous voyez que on peut s'en servir aussi pour rendre audibles des problèmes d'accord. Si vous dites que, si vous étudiez le sujet, hein, et vous apprenez à dire aux élèves que le sujet c'est cloche, d'accord ? Les cloches sonnent, c'est quoi le sujet ? Cloche. La cloche sonne, c'est quoi le sujet ? Cloche. Bon. Vous ne faites pas apparaître, si vous voulez aussi, avec autant d'évidence que ça pourrait paraître, la distinction entre le singulier et le pluriel et donc le phénomène d'accord.
Alors que si vous dites d'une manière évidemment plus juste que le sujet, c'est le groupe nominal les cloches dans la première phrase et la cloche dans la deuxième phrase, vous voyez bien que vous faites entendre le fait que dans un cas j'ai un pluriel et dans l'autre cas c'est le sujet qui est pluriel, donc je vais avoir un accord au pluriel, etc. Bien. Alors, maintenant, il faudrait que je vous parle de la hiérarchie des fonctions, mais je vois qu'il est déjà 10 heures, donc désolé, j'ai pris peut-être un peu plus de temps que prévu. Je finirai donc cela la semaine prochaine. Simplement, ce qu'on va voir, c'est effectivement que maintenant qu'on a mis au clair la distinction entre nature et fonction, il faut voir que toutes ces fonctions, fonctions sujet, COD, etc., sont hiérarchisées. Elles-mêmes, elles sont dans des structures d'emboîtement. Donc c'est ce que je vous expliquerai la semaine prochaine. Donc là, on n'a plus le temps, mais si vous avez des questions sur ce cours, vous pourrez les poser au début du cours suivant. D'accord ? Voilà, et bien à la semaine prochaine. Merci de votre attention.